Oh, c'est génial, on est à l'heure aujourd'hui. Formidable, je ne sais pas ce qui se passe. Les décodeurs jusqu'à 10h, avec aujourd'hui Saladin Nabira, un habitué, expert éducation DG du groupe Philosophe. Bonjour. Bonjour Franck. Comment ça va? Très bien, merci. Ça va bien, ça se passe bien? Ouais, Tout va alhamdoulilah. bon. Ouais, Ça va excellent. très Très bien. bon début de Ramadan. Et puis un nouveau, Mohamed Reda El Attar, expert finance et éducation. Bonjour, comment Bonjour allez-vous? Franck. Alors Ça c'est un va. peu la tradition, à chaque nouveau décodeur, vous devez nous payer quelque chose évidemment. On prend tous les moyens de paiement possibles et imaginables, n'est-ce pas Saladin? Non, c'est pas vrai, vous présentez en 30 secondes. Alors, consultant depuis plus d'une vingtaine d'années dans le Oui. domaine de la finance et Avec un beau parcours, hein. avec beaucoup d'accompagnement sur l'international de banques marocaines dans leur expansion à l'international. Et depuis une dizaine d'années dans le monde de l'éducation. Voilà, vous avez bifurqué vers l'éducation. Exactement. Voilà. Alors, premier sujet d'ouverture. On est obligé de passer par là parce que c'est l'actualité du jour, hein. On va parler d'un triste anniversaire. C'est le 24 février 2022. Le président russe Vladimir Poutine annonce une opération militaire spéciale et les troupes de la Russie franchissent les frontières de l'Ukraine, déclenchant des frappes aériennes et des offensives terrestres sur plusieurs fronts, de Kiev au Donbass. À l'aube, les Ukrainiens se réveillent sous les bombes, tandis que le président Volodymyr Zelensky appelle à la résistance et que des milliers de civils prennent la route de l'exil vers la Pologne. En quelques heures, ce qui était encore la veille, une tension géopolitique, devient une guerre ouverte au cœur de l'Europe, bouleversant les équilibres politiques et économiques internationaux et marquant le début d'un conflit qui dure encore aujourd'hui. Alors d'après le CSIS, un think tank américain, près de 2 millions de soldats auraient été tués, blessés ou portés disparus depuis le début de la guerre en Ukraine. Selon une étude de ce think tank, le nombre de victimes est évalué à 600 000 du côté ukrainien et 1,2 million chez les Russes. Alors c'est vrai que c'est un triste anniversaire. Quel est votre regard là-dessus, sur ces 4 ans qui ont quand même modifié le courant économique et politique du monde? Saladin. En fait, ça rappelle juste la bêtise humaine. Donc, C'est vrai, on peut commencer par là, ouais, ouais, effectivement. exactement, ça rappelle la bêtise humaine et cette quête de pouvoir et de contrôle. Et donc, qui fait que certaines décisions, on en est à 4 ans aujourd'hui, ni vainqueur ni vaincu, que de la destruction, que des civils qui paient le prix. Bon, sur fond de guerre par interposition, donc entre les deux blocs, celui mené par la Russie, donc la Chine, et celui par les États-Unis. On en est aujourd'hui à la veille d'une autre, ce qui se passe aujourd'hui dans le Golfe Persique aussi. Donc, on sait ce qui s'est passé à Gaza, ce qui se passe dans pas mal d'autres pays, au Soudan et tout ça. Donc, ça montre qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, donc avec l'évolution des différents systèmes, que ce soit démocratiques ou autocratiques, qu'on n'arrive pas à trouver donc l'équilibre qui est si fragile, qui permet donc une croissance équilibrée, qui permettrait aussi d'atteindre l'objectif recherché, annoncé par tout le monde. Mais au fond, il y a une lutte de pouvoir et des intérêts, et que ces intérêts-là, des fois, passent avant même les valeurs qu'on peut prôner, qu'on peut faire valoir. Donc, c'est un désespoir que de voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative humaniste. Mohamed Reda. Je suis du même avec Saladin, sauf que moi je pense que l'histoire remonte un peu. Oui. C'est vrai que c'est un anniversaire, mais ça avait commencé bien avant. Je pense que 10 ans avant d'ailleurs. même plus, je dirais, c'est la chute du mur. La chute du mur. Oui, bien sûr. Qui a créé tout ça. La fin de l'URSS. C'est ça. Et aujourd'hui, le monde se recherche. Et donc, on cherche un équilibre et je dirais c'est malheureux pour toutes les populations. C'est un désastre mondial. Mais derrière, il y aura un rééquilibrage des pouvoirs. Parce qu'un monde qui est géré où il y a une seule puissance, et aujourd'hui on le voit avec un certain nombre de décisions qui peuvent être prises et qui peuvent
dépasser les... Vous parlez des États-Unis? Oui, Oui, bien exactement. sûr. Ouais. Donc, Et particulièrement de Donald Trump. exactement. Ouais. Exactement. Donc, derrière, il faut C'est un rééquilibrage du système. C'est quand même compliqué d'analyser Donald Trump parce que en même temps, c'est vrai qu'on peut le critiquer, mais en même temps, il a quand même beaucoup avancé. Je pense à Gaza. Les dernières initiatives là sur le Conseil de la paix, par exemple, montrent qu'il est capable, et le Maroc va participer à cette campagne, il est capable de prendre des décisions qui vont dans le sens de la paix. Donald Trump est un homme d'affaires Oui, avant d'être un politique. oui. Et l'homme d'affaires, c'est le résultat, alors que l'homme politique, c'est toute la manière pour y arriver. On Et vous peut, préférez quoi alors? La manière pour y arriver ou le résultat? si Je on suis pas en arrive à train de avoir défendre Trump, mais parce que finalement, le résultat est plus important que la manière, ouais. mais si on arrive à le faire proprement, c'est encore mieux. Alors, Donc, oui, Saladin? Ça dépend juste de quel côté on est. Oui. Voilà, donc si les résultats nous arrangent, certainement vous faites allusion à ce qui se passe aujourd'hui donc par rapport au Maroc. Moi, je suis preneur que d'avoir de l'hypocrisie donc politique, avoir des messages qu'on annonce en plein jour et des manigances qu'on fait le soir. Moi, je pense sur ce sens-là. Ah, parce que là, c'est clair, quoi. Voilà, exactement. Oui. Moi, je pense que ce côté On- pragmatique oui. est très intéressant. Il y a ce bouleversement politique, cet ordre mondial qui donc... alors, faut rappeler que l'ordre mondial, il avait été établi, on va dire, de façon franche, après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a exactement. cette modification de l'ordre mondial actuellement, on sent que ça bouge, on ne sait pas encore où on va, bien évidemment, mais il y a aussi l'ordre économique. Il ne faut pas oublier que l'Ukraine est un grand producteur de céréales et ça a modifié certaines données pour notamment les pays qui recevaient, on va dire, de ces céréales de l'Ukraine. Pas que les céréales. Ah bah, pas Il y que a bien sûr, Je tout à pense fait. que le nerf de guerre, c'est plus les matières premières que les céréales. Mm. Donc, oui, il y a un ordre mondial Je économique. pensais aux céréales parce que je pensais au Maroc, je pensais à plein de pays qui ont dû s'organiser après le début de ce conflit. La partie agricole est, on va dire, elle est remplaçable. On peut passer sur d'autres pays, encourager l'investissement Exactement. dans d'autres pays, mais la matière première, elle est là où elle n'est pas là. Ouais. Donc, le sol ukrainien regorge de gisements de matières premières. Et je pense que le nerf de la guerre, c'est plutôt ça qu'autre chose, Et, pour les Américains. et notamment l'investissement des États-Unis. Juste pour terminer, après on aura les infos avec Mourad Baba. Vous la voyez comment, l'issue de cette guerre, rapidement? On fait un peu de prospective, Salah-Eddine. Je pense que ça va durer encore parce que je pense que faire balancer la pendule d'un côté ou d'un autre il y a beaucoup de préjudice sur le plan image et tout ça. Donc la Russie ne voudra jamais accélérer parce qu'il y a risque aussi de conflit mondial. Donc l'issue à cette crise forcément passera par des négociations sur plusieurs territoires. Donc une nouvelle répartition et le fait que les États-Unis doivent accepter le rôle de plus en plus important de la Russie. Donc il y a toute l'histoire des sanctions, il y a toute l'histoire aussi du contournement du poids du dollar à travers des mécanismes donc communs entre les différents pays du BRICS. Donc il y a tout ça se joue donc sur plusieurs chantiers, sur plusieurs sujets, plusieurs territoires. Donc il faudrait qu'il y ait un deal global. Je pense que la solution ne peut arriver que par le pragmatisme de Trump. Donc c'est une négociation commerciale, financière, économique avec la Russie sur les territoires. Un deal, voilà. On se retrouve juste après les infos. 9h12, la suite des décodeurs avec Saladin Nabira, expert éducation DG du groupe Philosophe, et Mohamed Reda El Attar, nouveau décodeur, expert finance et éducation. On va parler économie. Ça vous va comme sujet? Le Maroc est-il en train de changer de catégorie? Selon les dernières évaluations de Coface et Allianz Trade, le Royaume devrait afficher en 2026 une croissance évaluée à 4,4%, nettement supérieure à la moyenne mondiale et à celle des pays émergents.
Inflation maîtrisée, investissement en hausse, grand chantier lié au mondial 2030, agriculture au beau fixe, évidemment. Les indicateurs macroéconomiques sont solides et les agences de risque maintiennent des notations favorables. Mais derrière ces performances, les rapports pointent une réalité plus contrastée. Chômage des jeunes élevé, poids de l'informel, vulnérabilité sociale et climatique. Le Maroc avance, mais à deux vitesses. La question est désormais centrale. Cette dynamique marque-t-elle une transformation structurelle du modèle économique ou une embellie portée par un cycle exceptionnel d'investissement? J'ai envie de réduire cette question à est-on devenu un pays émergent? Mohamed Reda El Attar. Je dirais en cours. La dynamique, elle a été lancée début des années 2000, donc avec une conduite de la transformation, on va dire, à long terme, sur 25 ans. Je pense même plus. Et le seul, là où je pense que ça ne tient pas encore, c'est la partie industrielle. La transformation industrielle ne s'est pas encore faite. Aujourd'hui, on vise des industries lourdes et pas dirigées vers le marché, dirigées vers l'export. Donc aujourd'hui, l'économie marocaine, sa croissance, elle est portée essentiellement par l'exportation. Donc les phosphates, l'industrie aéronautique, l'industrie automobile. Mais derrière, l'industrie moins lourde qui crée de l'emploi en local et qui, on va dire... Le textile, par exemple, le textile, on a eu qui des devrait chutes faire énormes. sa révolution, en fait. C'est ça. Exactement. Il y a le textile, l'agroalimentaire. Voilà. Vous le dites si bien, la transformation agricole, on a des années agricoles devant nous qui vont être très positives. Et derrière, la valorisation et la transformation du produit agricole, elle reste très 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 faible. À part une ou deux entreprises, une ou deux grandes entreprises sur place, rien ne se fait. Oui, on aurait dû avoir pratiquement des géants de l'agroalimentaire. Exactement, Ouais. exactement. Ouais. Et pourquoi alors? La principale chose, c'est le degré de confiance des investisseurs dans le marché, donc dans la stabilité du marché. Je pense que l'investisseur marocain veut sortir son argent le plus facilement de l'entreprise. Donc investir et pouvoir sortir à n'importe quel moment. L'industrie, c'est beaucoup d'investissements à long terme avec une stabilité. Et aujourd'hui, on a au Maroc des familles industrielles qui ont une histoire industrielle, mais on a très peu de nouveaux entrants sur le marché. Oui, est-ce qu'il n'y a pas aussi un rapport entre l'industrialisation et l'État? On l'a senti par exemple avec l'industrie textile, si on fait le point, si on compare avec la Turquie par exemple. On est en Turquie dans une industrie textile qui est très développée, mais qui a bénéficié d'énormément d'aides de l'État. Le Maroc a entrepris les mêmes démarches. Aujourd'hui, depuis la fin des années 90, il y a eu le développement de plusieurs zones industrielles. Il y a eu les admissions temporaires pour tout ce qui est textile, mais toujours dirigé vers l'export. Le Maroc a mis en place une batterie d'aides aux entreprises, mais la culture n'est pas là. La culture entrepreneuriale dans l'industrie n'est pas encore présente au Maroc. Oui, là aussi, on devrait avoir des marques, on devrait avoir pratiquement des licornes aussi en termes de textile depuis Exactement. longtemps. Voilà. Salah Eddine, là-dessus, sur ce sujet-là. Émergent, pas émergent. En fait, on est en train de le devenir. Il y a des images, il y a ce qu'il manque à faire et à développer pour justement franchir rapidement ce palier-là. Moi, pour dire qu'on est passé d'un niveau à un autre et de manière remarquable, j'ai envie de citer deux images un peu anecdotiques ou caricaturales. 2013, on organise la Coupe du Monde des clubs et on se rappelle tous le scandale de la raclette et tout ça, l'état des pelouses. Là, aujourd'hui... Je rappelle que la raclette fait partie des normes de la FIFA. Oui, bien Attention. sûr. Ça a toujours été le storytelling. Mais à l'époque, on ne savait pas. Du ministre de l'époque et actuel SG du MP. Mais là, aujourd'hui, on voit qu'on a quand même évolué. L'autre paramètre pour moi très important, c'est que
On a dépassé une période un peu de turbulence politique, juste post-printemps arabe, où on avait justement donné sa chance à certains partis et qu'on s'est rendu compte de l'incapacité, malheureusement, de ces partis de sortir des élites capables de gérer des dossiers. Aujourd'hui, il y a une conviction plus ou moins ancrée avec des arguments derrière, c'est que on a gagné à avoir un État central un peu fort, quoique c'est un choix un peu en régression, si on peut dire, par rapport à certains sujets, mais qui nous permet d'avoir une continuité, d'avoir un cap et d'avoir une vision. Maintenant, là où je rejoins Areda, c'est qu'à un moment, il faut le levier humain, c'est-à-dire d'avoir des entrepreneurs capables d'aller à l'international, il n'y en a pas beaucoup qui ont cette ambition-là, et capables de sortir de certains schémas, parce que le grand capital marocain, il s'est fait quelque part par la rente. Beaucoup de secteurs rentiers, à part les familles traditionnellement industrielles, là aussi il y a la problématique de la relève. Dans tout ce qui est industrie, il y a eu des choix aussi faits donc, de manière prononcée d'aller sur certains secteurs donc, qu'on a déterminés, qu'on soutienne, que ce soit l'aéronautique, l'automobile, etc., mais qui se font principalement par des investissements directs étrangers et quelques entreprises marocaines satellitaires dans les écosystèmes qui permettent de nourrir cette industrie. Moi, je pense aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à avoir, et que l'État doit faire ce choix-là, à encourager une nouvelle génération d'investisseurs, de les accompagner par le biais justement que ce soit de la finance classique ou par le capital privé et tout ça, pour permettre justement d'avoir des entreprises capables de sortir de tous les secteurs et d'aller conquérir le monde, avoir une mentalité, avoir cette capacité donc, et cette conviction d'être capable d'aller rivaliser avec des entreprises plus grandes. On commence à voir ça dans certains secteurs. On commence à voir des entreprises marocaines qui prennent des participations carrément, qui contrôlent certains groupes étrangers. Malheureusement, ce n'est pas assez. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu à la question, est-ce qu'on est en train de changer de catégorie et de parler du modèle, notre modèle de développement. Est-ce que c'est un modèle africain ou alors est-ce que c'est un modèle hybride finalement entre l'Afrique et l'Europe? Alors, aujourd'hui, on est en train de refaire la même chose, mm, un peu différemment que ce qu'avait fait la France avec la francophonie, donc, ou la France-Afrique. Donc, on s'est orienté sud, on a développé... Attention à vos termes, hein, parce que la France-Afrique, ça ne rappelle pas de bons souvenirs Non, au pays africain. justement, j'ai dit un peu différemment. Oui, Donc aujourd'hui, c'est plus diplomatique, économique oui, que, que politique, politique. et valise d'argent. Exactement. Donc Voilà. aujourd'hui, on est parti, le Maroc a encouragé l'investissement en Afrique à travers, au démarrage, le secteur bancaire, le secteur des assurances, la promotion immobilière, un certain nombre d'industries. Mais on est toujours sur un modèle des années 60 avec l'effet marocanisation où l'État a sélectionné des familles pour pouvoir récupérer Mais est-ce que c'est pas un peu la queue de ce modèle? Justement, c'est... C'est ça en fait la question importante. Parce qu'on parle dans ce modèle, et quand on parle de catégorie, on pense évidemment à l'après 2030. Donc on sait que ces années-là, entre 2026 et 2030, il y a une élection cette année, vont être des années qui sont charnières. Est-ce que, à votre avis, on n'est pas sur une fin de modèle? Non, pour moi, C'est toujours le même modèle. c'est toujours le même modèle. C'est pas toujours le même modèle, c'est la même stratégie. D'accord. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que la stratégie, elle a été entamée avec le début du règne de Sa Majesté, la fin des années 90. Et je pense que la stratégie, elle a été conçue pour les 40-50 prochaines années. Donc, et la transformation et la mutation, elle s'est faite petit à petit pour ne pas déstabiliser le modèle. Donc, oui, il y a eu une industrialisation, on va dire, il y a eu un développement de l'humain au départ, avec des choses qui pouvaient être faisables. L'industrie aéronautique, on avait besoin de très peu de main-d'œuvre qualifiée, mais de beaucoup d'investissements, donc chose que l'État pouvait faire. La mutation d'un mastodonte, l'OCP, qui s'est faite à travers l'État.
Donc, les accords avec... Le positionnement stratégique de Renault aussi, exactement, c'est ce que ça, j'allais c'est dire. important. Voilà. Et c'était des partenariats État avec, entre l'État marocain et l'État français. Donc, l'État a entamé, a mis le premier pas vers cette stratégie. Mais après, il va falloir encourager les investisseurs et trouver le moyen de faire adhérer tous les investisseurs à adhérer à cette stratégie. Salah Eddine. Non, je crois qu'il buvait les paroles de Mohamed Reda. J'attendais la question. Non, moi je pense que moi j'ai envie de voilà d'être positif. Voilà, c'est ça. Non, très... c'est sur le modèle. On parlait voilà. de modèle Exactement. Voilà, parlons de modèle. Je pense que la matrice, en fait. Même vous avez parlé de la matrice, même on peut dire. Alors, le modèle a porté ses fruits. Aujourd'hui, tout le monde voit qu'on a remonté la filière. Les taux d'intégration s'améliorent sur justement ces deux choix majeurs qui étaient l'aéronautique et l'automobile. Maintenant, on a besoin de quelque chose de nouveau, un effet accélérateur. Et cet effet accélérateur doit se faire par de nouveaux secteurs, par de la technologie principalement. Là, encore une fois, souveraineté, parce qu'on en parle souvent, mais il y a aussi la volonté et surtout l'obligation d'aller sur des secteurs, notamment liés à tout ce qui est technologique, à tout ce qui est souveraineté numérique, etc. Je pense qu'il y a quelque chose qui se prépare, mais j'ai envie d'emprunter dans l'exemple cité tout à l'heure de la Turquie, un choix fort qui s'était fait justement par Erdogan, c'était d'encourager volontairement une nouvelle génération d'entrepreneurs qui, eux, sont prêts à aller batailler pour des petites marges, des marges rationnelles et des marges correctes liées à l'industrie et liées à certains secteurs qui sont prêts à aller sur des investissements à très très long terme. Ils acceptent le challenge parce que le capital principal, ceux qui détiennent le capital au Maroc, vous avez parlé tout à l'heure de marocanisation, de bulles immobilières, de pas mal de choses qui font que tant qu'ils peuvent gagner de l'argent plus ou moins facilement, ils ne vont jamais pouvoir franchir le cap. Le schéma est qu'il faudrait que maintenant, qu'on annexe de nouveaux secteurs, qu'on leur donne la même priorité que de manière très prononcée et volontariste comme on l'a fait pour le plan industriel qui était porté par Chami et Mounafid Al-Alami après, et qu'on dise, voilà, pour les prochaines années, la priorité est d'aller à ce niveau-là, mais avec les mécanismes nécessaires, permettre, comme j'ai dit, et encourager à travers principalement le financement une nouvelle génération d'entrepreneurs, de leur donner l'importance et dépasser la partie événementielle de la chose, parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait, c'est qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés autour de la technologie, mais qu'à la fin, ils ne font pas ressortir de vrais investissements, de vrais deals comme tu as dit tout à l'heure. Moi, je pense que c'est ça, en fait, l'accélérateur, le booster qu'on attend. Et je pense que les choses sont en train de prendre le temps de se mettre en place, mais il faudrait qu'on encourage de manière volontariste ce choix. Mais, parce qu'il y a toujours des mais, bien sûr, il y a le paradoxe du marché du travail. Est-ce que notre modèle de croissance, je le répète pour ceux qui nous écoutent, derrière le poste, 4,4% de croissance, c'est ce qu'on dit dans le rapport de COFAS, c'est ce qu'on dit dans le rapport de On dit même qu'on va faire plus. On dit même qu'on pourrait faire plus avec les bonnes conditions météo, exactement. Mais est-ce que notre modèle de croissance crée suffisamment d'emplois qualifiés actuellement? Je reviens toujours sur le postulat de base. Mon postulat de base, tant qu'on ne fait pas de l'industrie, on ne pourra pas créer assez d'emplois. Aujourd'hui, le service ne crée pas autant d'emplois que l'industrie par rapport au chiffre d'affaires généré. Donc, derrière, les grandes usines peuvent prendre, pour un chiffre d'affaires similaire, 1500 ouvriers ou 1500 employés. Dans le secteur des services, pour un chiffre d'affaires similaire, on est sur une centaine de salariés. Donc derrière, oui, le modèle de croissance peut créer des emplois, mais aujourd'hui, si on reste sur les activités les plus rentables, l'immobilier, les autres services, on ne le fera pas. En tout cas, pas assez. Bien sûr. Comment expliquer, Salah Eddine, un chômage des jeunes toujours élevé, malgré, on va dire, une croissance qui progresse?
L'explication, je pense, à mon avis, est un peu simple parce que le tissu est fait majoritairement de PME. Et PME, ils ont du mal à staffer, encadrer dans leur politique de recrutement. Donc, et ces jeunes diplômés, à un moment, l'économie ne crée pas assez d'emplois parce que justement, sa structure fait en sorte que souvent, vous avez les places pour des postes de management sont très, très courts. Et je me rappelle une fois une étude qui a été faite par la Fédération de la logistique, à un moment par, je pense, McKinsey, et qui a dit qu'on avait plus besoin d'opérateurs. Et moi, étant à l'époque dans la formation, je voyais plus de formation d'ingénieurs. À un moment, on avait besoin de manutenciers et d'opérateurs. Vous avez parlé de l'immobilier aujourd'hui, est en souffrance de main-d'œuvre, est en souffrance de main-d'œuvre dans tous les corps de métier. Donc, il y a cette. Ce qui est quand même paradoxal parce qu'on a, Vous on a savez des pourquoi? sociétés qui sont capables Vous savez pourquoi? de Parce qu'on a. construire des stades et d'aller en construire même à l'étranger, mais on a un problème de Vous main-d'œuvre. savez pourquoi? Parce que j'en ai parlé une fois, parce qu'au Maroc, on a lié la rémunération, la valorisation au diplôme, pas au métier. Aujourd'hui, il y a des métiers qui peuvent faire gagner plus qu'un poste de cadre, mais les familles, les jeunes ont été donc façonnés de manière à ce qu'ils choisissent certains types de formations, quitte à ce qu'ils ne soient pas rentables, à ce qu'ils ne soient pas demandés par le marché. À ce niveau-là, il faut faire un peu de pédagogie par rapport à cela. Aujourd'hui, un plombier ou un électricien peut gagner plus qu'un cadre à la banque ou un cadre dans des entreprises publiques ou Vous ailleurs. voulez dire il faut se décomplexer par Bien sûr, rapport il à faut ça? se Ouais. décomplexer par rapport à ça et le travail, comme tout autre investissement, c'est ce qu'on met en termes de temps en contrepartie de ce qu'on gagne. Il y a aussi les évolutions qui font que l'économie, elle est ce qu'elle est, donc elle est orientée sur certaines industries qui ne génèrent pas beaucoup d'emplois. Sur le service, l'un des secteurs, l'offshoring, qui permettait d'employer énormément les jeunes aujourd'hui, et avec tout ce qui, l'avènement de l'IA, etc., est en souffrance. Après, il faut aussi libérer certains secteurs. Toutes les activités liées à des plateformes où aujourd'hui on a du mal à prendre un choix prononcé, que ce soit le transport de VTC ou La que ce soit mobilité, oui, les tout à fait. Airbnb, Ouais, tout ça, il faudrait à ouais. un moment légaliser parce que ça permet aussi de créer des emplois adaptés aux jeunes. Ok, dernière question, il nous reste une minute. Euh, il y a un domaine qui plombe tous ces rapports, évidemment c'est l'informel. Est-ce que ce secteur de l'informel, il nous freine pour justement changer de catégorie? Oui, ils nous freinent, mais je pense qu'aujourd'hui, l'État a mis en place on va dire les outils nécessaires pour Notamment passer la digitalisation. la digitalisation, mais essentiellement tout ce qui passe par la direction des impôts. Donc aujourd'hui, la direction des impôts traque toutes les Mm. activités informelles, les activités sur les comptes, les activités, le niveau de vie, etc., pour pouvoir identifier et ramener les gens, sachant qu'on est passé par une quinzaine d'années où l'État encourageait les gens à passer de l'informel vers le formel. Exactement. Et pourtant, on le dit souvent dans cette émission, l'informel, c'est des gens qui travaillent. Donc Exactement. des gens qui sont sauvés par l'informel. L'objectif n'est pas de tuer l'informel. Mm. L'objectif, c'est de le passer dans le giron du formel. Exactement. Donc, On va se retrouver dans quelques minutes, juste après le journal de Karim Droné. On va parler d'orientation. D'orientation. Et puis on aura les débats express juste après. Merci d'être les décodeurs d'aujourd'hui, messieurs. On se Merci à retrouve dans toi. quelques merci Franck. minutes. Jusqu'à 10h, la suite des décodeurs avec Salah Eddine Nabira, expert éducation et DG du groupe Philosophe, et Mohamed Reda El Attar, expert finance et éducation, qui réussit parfaitement bien son arrivée dans les décodeurs, n'est-ce pas, Salah? Qu'est-ce qu'on lui donne comme note là, Elle est brillante. je dirais aller un petit 8 sur 10 quand même. Ça va être, Ouais, ça ouais, va, je c'est pense, bon. un régulier qui viendra assez souvent. Ouais, j'espère. Je vous avais promis, c'est comme une table de Ramadan, ce décodeur cette semaine. Hein. C'est vraiment beaucoup de sujets, beaucoup de plats, on prend un peu ce qu'on veut, etc. Je vous avais promis un sujet enseignement, orientation. Ce qui est important, l'orientation post-bac, le choix qui peut tout changer. Chaque année, des centaines de milliers de jeunes Marocains décrochent leur baccalauréat, mais derrière la réussite, une question décisive s'impose. Quelle voie choisir? Université publique, grandes écoles, formation privée, filière professionnelle, études à l'étranger. L'offre s'est diversifiée, mais l'accompagnement reste inégal. Beaucoup d'étudiants s'engagent dans des filières par défaut, par pression sociale aussi, par manque d'informations sur les débouchés réels.
Résultat, réorientation tardive, décrochage universitaire, insertion professionnelle compliquée. Bref, dans un marché du travail en mutation rapide, l'orientation post-bac n'est plus un simple choix académique, c'est un acte stratégique. Alors, le Maroc prépare-t-il vraiment ces jeunes à décider de leur avenir, Salah Eddine? En fait, je pense que le schéma actuel est un peu suivi dans pas mal d'autres pays, c'est que l'orientation se fait assez tardivement. Je pense qu'on commence à faire ses premiers choix à la fin du collège, Mm. soit une filière scientifique ou une filière un peu littéraire, qui est en disgrâce depuis pas mal d'années. Et des fois qu'on caractérise des échecs prononcés alors qu'il y a pas mal de carrières et qui peuvent être très brillantes dans ce domaine-là. Mais encore une fois, les parents ont été conditionnés à faire certains choix. Et Tu après, seras ingénieur, mon on fils, va au ou médecin, tu voilà. seras Très bien. médecin, mon fils. Exactement, voilà. Et encore, Voilà. tu seras chirurgien Et esthétique, mon donc, fils. voilà. Ça rapporte plus. Et c'est encore retardé jusqu'à la veille du bac. Donc, on commence à faire ses choix. Et à un moment, dans ce conditionnement général, je ne sais pas si on a vraiment le choix, mais en fait, on essaie d'opérer par élimination. Et on pense à un certain moment au niveau que l'orientateur, c'est un métier. Or, Mm. ce n'est pas du tout un métier. Donc, l'orientation doit se faire par de l'inspiration. Et il doit se faire à un âge très jeune, très précoce, avant même d'arriver au stade final. Ça veut dire que la conviction doit être, on doit donner les chances aux jeunes de pouvoir justement chercher leur voie. Oui, mais il faut susciter cette Exactement, conviction. il faut la susciter à très jeune âge, à partir même du collège, voire avant. Donc, c'est pour cela que moi, je pense que cette histoire d'orientation, on ne peut pas la traiter comme elle est traitée aujourd'hui. Que ce soit par les parents, que ce soit par le ministère de l'Éducation, il faudrait faire vivre justement et l'entreprise dans son environnement, pardon, l'école dans son environnement, dans son écosystème, par plusieurs Il leviers. faut donner envie. Voilà, il faut donner Ouais, c'est ça. envie. Voilà, il faut donner envie déjà en étudiant à ce qu'on puisse faire l'effort d'être dans une pédagogie du réel, donc de faire des allers-retours entre le monde scolaire et le monde réel, essayer de donner des exemples, de faire des expériences, d'encourager les sorties en entreprise, de faire des projets avec les entreprises, de faire des stages, de ramener des personnes. Il faut que l'école soit un carrefour justement, traversé par différentes carrières, différents parcours. Et c'est ce qui fait que ces vocations naissent et qui permettent aux gens de sortir des sentiers battus. Parce que la majorité des jeunes, si vous posez la question peut-être à la fin du primaire ou du collège, tout le monde est conditionné à faire un choix scientifique. Sachant qu'on est pas à la veille, on est déjà dans une rupture qui se fait aujourd'hui et que même on parle de choix de carrière multiple, ça veut dire que un jeune aujourd'hui, il aura changé même de carrière, même après avoir été inséré sur le marché du travail, peut-être qu'il aura changé 8 à 10 fois de carrière. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de la compétence d'apprendre, d'auto-apprentissage. Alors, je signale quand même qu'on a dit un jeune, mais on a tendance à masculiniser, mais c'est un ou une, hein. Bon, Exactement. évidemment, hein, ça c'est important. Alors- Mohamed Reda et Latar. À la différence de Salahdine, moi je pense que l'orientation aujourd'hui, on demande aux étudiants et étudiantes, aux élèves de choisir une orientation très très tôt. Ouais. À 17 ans, est-ce qu'on est capable de se dire, moi je veux faire sur les 40, 50 prochaines années tel métier. Donc, sachant que les 17 ans d'il y a 30 ans, les gens qui avaient 17 ans n'ont pas la même maturité que ceux d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas encore toute la visibilité pour Oui, bah, pouvoir... leur cerveau a été abîmé par les réseaux sociaux, donc Exactement, évidemment. exactement, Franck. Je plaisante, hein. Donc, ils n'ont pas la même maturité, ils n'ont pas le même niveau d'engagement que les jeunes Oui, d'avant. mais pourtant, je dirais, dans l'entonnoir des études, 17 ans, c'est un peu c'est un peu la dernière étape, quoi. Il faut prendre des décisions, quoi. Pourquoi est-ce que c'est la dernière étape? Donc aujourd'hui, le système, il a été créé pour que on ait à se spécialiser à partir de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Alors que on pourrait avoir imaginé, on devrait, à mon sens, imaginer un système éducatif différent dans l'enseignement supérieur qui donnerait un peu plus à retarder cette 2 ans cette pour décision. choisir. 2 ans pour choisir ou avoir des choses qui sont généralistes et qui permettent d'avoir des passerelles
Aujourd'hui, ce qui nous manque au Maroc, c'est ce système de passerelle entre les études supérieures, de pouvoir démarrer dans des études juridiques pour se retrouver 2 ans plus tard dans une école de commerce ou 3 ans plus tard C'est dans un classique, ça. système. Ouais, c'est C'est-à-dire, très classique. Moi, c'est- j'ai eu plein de copains qui ont voulu faire du droit et qui finalement ont fini en école de commerce. Voilà. ouais. Mais aujourd'hui, on n'a pas ces passerelles au Maroc. Donc, Ouais, quand on démarre dans le droit, on doit le finir ouais. de finir son parcours en droit. Et ce que je voulais ajouter, c'est que les 2 sujets qui ont été choisis aujourd'hui sont Ils sont très liés. très liés. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, À votre avis, pourquoi? Il y a une démarche intellectuelle derrière, attention. les études d'aujourd'hui, les orientations d'aujourd'hui préparent ceux qui vont intégrer le marché du travail de demain. Et ceux qui doivent intégrer le marché du travail de demain doivent répondre à la stratégie, à la matrice dont on parlait tout à l'heure, sur ce qui va être créé demain. Mais aujourd'hui, malheureusement, on se retrouve avec les bancs où il y a le plus d'étudiants dans le secteur public, dans l'université publique, c'est l'économie, le droit, les sciences humaines généralement. Mais est-ce que c'est le marché de demain? Alors que, comme le disait Salah tout à l'heure, on a besoin de techniciens dans l'immobilier, on a besoin de techniciens pour... Oui, mais qui peut dire, alors qui peut avoir ce rôle-là, en fait, de dire aux étudiants ou aux lycéens, par exemple, bah, écoutez, voilà, il y a des secteurs qui vont être des secteurs bankable, donc il faut y aller, quoi. Voilà, qui va dire ça? Non, il y a personne qui va le dire. Ça doit être le marché et l'orientation. Pourquoi aujourd'hui Ouais. on parle de médecins Là, comme vous étant... parlez à des gens qui ne regardent pas, ne lisent pas les journaux, qui s'informent sur les réseaux sociaux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Juste pour corriger quelque chose, moi, je suis d'accord avec Reda, c'est qu'à 17 ans, c'est très jeune pour prendre une photo qui va conditionner toute sa vie. C'est pour cela qu'il y a deux choses qui doivent être gérées en parallèle. Il faut revoir la mission de l'école. L'école, aujourd'hui, doit former un profil de sortie sur la base de compétences. Je pense que tout le monde est unanime aujourd'hui, qui permettrait à ce jeu-là d'être capable d'évoluer là où il sera amené. Parce que j'ai parlé aussi qu'il sera amené peut-être à changer plusieurs fois de compétences. Exactement ça. L'une des compétences à avoir, c'est cette capacité d'auto-formation, d'auto-apprentissage qu'aujourd'hui on la vit. Il y a plein de gens qui ont changé de carrière sur la base d'auto-formation, sur la base de choix qui se sont faits en dehors du système d'enseignement supérieur. Maintenant, à côté, il faut aider les jeunes à trouver leur vocation. Parce que moi, je crois que l'objectif ultime pour être heureux dans ce qu'on fait, c'est de pouvoir faire quelque chose qu'on aime. C'est pour ça que je me dis que l'école doit s'ouvrir très jeune, très tôt aux jeunes pour pouvoir rencontrer justement certains parcours inspirants, etc. Maintenant, à côté de cela, former sur les principales compétences qui donneraient le moyen d'évoluer plus tard, même si on se trompe une fois, ben, on peut facilement changer. Aujourd'hui, il y a cette possibilité par rapport aux autres. Pour revenir à qui doit dire ou qui doit orienter les jeunes, aujourd'hui, je pense que personne ne peut le faire. Pour la simple raison, il y a un décalage déjà. Parce que quand on rentre à l'école, on rentre à un âge très jeune. Après, personne n'est capable aujourd'hui de dire de quoi sera fait le monde 14 ans, 15 ans plus tard. Parce que c'est de ça qu'on parle. On rentre à l'école à l'âge de 3, 4 ans au préscolaire et on en sort 12 ou 13, voire 15 années plus tard. Mais il faudrait qu'on change certaines images que nous avons clichés sur certains métiers. Aujourd'hui au Maroc, on rémunère les diplômes. Malheureusement, dans pas mal de sélections, quand on voit les grilles salariales, ils sont faits sur la base de votre diplôme. Et tant qu'on a ça, ben, tout le monde va chercher à truster le diplôme le plus important. Aujourd'hui, il y a de la discrimination dans toutes les entreprises. Si vous avez un diplôme d'ingénieur, vous avez tel salaire d'entrée. Si vous avez école de commerce, si vous avez... C'est ces choix-là qui font qu'aujourd'hui, certains métiers aujourd'hui très importants et qui, d'échanges avec d'amis, dans des RH, dans pas mal de sélections, ils savent que cette compétence vaut par exemple tant de milliers de dirhams, mais dans leur grille, vu que le diplôme est X, ils ne peuvent pas leur donner, ils se trouvent privés de cela et on préfère des fois faire recours à des agences ou conseils et à payer plus cher. C'est cette schizophrénie. Maintenant, quand on a parlé tout à l'heure du métier de maçon, etc., on voit qu'il y a une régression de toutes les filières professionnelles. On ne valorise pas assez tous les bacs professionnels, tous les choix professionnels qui peuvent être faits, qui existaient dans le temps, dans pas mal de lycées. Et aujourd'hui, ces choix-là régressent. Donc, il faudrait toute une communication sur voulez ça, dire que... toute une valorisation. Il Oui. faut que les jeunes aujourd'hui marchent aux réseaux sociaux. Ils sont influencés par ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Heureusement, aujourd'hui, on voit des profils qui sortent des sentiers battus et qui se sont lancés peut-être dans l'entrepreneuriat, qui ont réussi, qui permettent justement de miroiter une autre image que celle qu'on avait l'habitude de voir. Donc, il y a tout ce travail qui doit se faire de valorisation de ces métiers-là
que ce soit en termes de rémunération, en termes de conditions, et en même temps de pouvoir vendre ça aux jeunes. Aujourd'hui, quand on part ou là, quand on voit ailleurs, les jeunes n'ont pas de mal, n'ont pas de complexe à dire je quitte l'école, par exemple, parce que moi, je ne suis pas fait pour faire C'est des ça. études Et plus tard, et je quitte comment l'école et je sont-ils fais mais comment soit. sont-ils considérés, Ici, ces ici, gens-là? ici, malheureusement, ils sont mal Ouais. considérés. Mais Mais ailleurs, non, alors, on a passé ce complexe. je me souviens de mon adolescence et de ma période au lycée. Il y avait en France, à l'époque, une seconde dont on parlait beaucoup, qui avait très mauvaise réputation, qui était la seconde G, qui était la seconde dans laquelle on mettait en fait ceux qui n'étaient pas faits pour continuer des études secondaires. C'est toujours le Donc, cas. euh, donc voilà. Donc, quelle est l'attitude actuellement quand on a compris, voilà, que bah, cet ado-là, il n'a pas envie de continuer à l'université. Par contre, il a une appétence pour des métiers manuels, par exemple, tout simplement. Avant d'y arriver, moi je dirais, en complément à ce que disait Salahatine, l'État a le devoir de réguler les accès. Donc aujourd'hui, on a des universités ou des filières qui sont par défaut. Quand on n'est pas en école d'ingénieur, en médecine, quand on n'est pas pilote, eh bien on va se rabattre sur telle université, telle filière. Donc ces filières doivent être plafonnées. Si on a besoin de 300 comptables pour l'année prochaine, on n'ouvrira que Ouais. 300 postes en formation. Et vous croyez que c'est possible, ça? Comme ça l'a été pour les bancs des facultés de médecine, ça peut être aussi Ouais. valable Hmm. pour les autres filières. Et derrière, ça poussera les gens à partir vers les formations professionnelles. Aujourd'hui, l'État, elle a ouvert à travers l'OFPPT un certain nombre de Cité des centres, des métiers. cités des métiers, etc., qui aujourd'hui offrent des alternatives intéressantes. Malheureusement, pas assez de promotion au niveau des écoles et pas assez de valorisation des métiers qui sont au terme de ces formations. Oui, et je dirais même que le développement du Maroc, puisqu'on revient finalement au premier sujet, il va transformer aussi peut-être ce type de métier qui font partie, on va presque de la tradition. On parlait ça peut être les plombiers, ça peut être les maçons, etc. Il y a une professionnalisation qui va certainement arriver, qui arrive déjà d'ailleurs, bien évidemment. Exactement. Et il y a aussi les conditions de marché qui font qu'aujourd'hui, certains de ces métiers sont bien rémunérés. Maintenant, ce qu'il faut, c'est juste ce travail pour présenter les choses socialement. Parce que au Maroc, malheureusement, jeune ou moins jeune, des fois, on fait des choix non pas pour sa personne, mais pour justement plaire à l'entourage. Et l'entourage sanctionne ces images-là. Donc, Vos parents, ils voulaient que vous en fait, fassiez quel métier alors, je vous donne un exemple très simple aujourd'hui. Très, très simple, Franck. Mais vous allez me Aujourd'hui, répondre quand même. ouais, je Ok, répondrai d'accord. plus tard. Il y a aujourd'hui certains jeunes qui travaillent ne serait-ce que sur de la vidéo, de création de contenu, sur du montage, Bien sûr, très etc. beau métier. Et qui gagnent énormément d'argent sur des formations très courtes. Des fois, Mm, ils maîtrisent 2, 3, 4 logiciels. Ça peut mm. prendre une année. Il y a beaucoup de talents derrière. Et qui gagnent. Et moi, j'ai du mal à voir aujourd'hui qu'un jeune qui va voir son père et lui dire voilà, moi, je vais arrêter au bac parce que je vais faire telle ou telle formation. Quoi qu'il va lui permettre d'avoir une meilleure vie, une meilleure qualité de vie. Peut-être il acceptera le choix qu'il fasse une formation qui va le mettre dans le rang des salariés qui tombent, qui arrivent chaque jour, etc., et qui vont peut-être avoir une vie triste. Oui. Maintenant, mon Alors, vos père, parents, oui. j'avais la chance d'avoir un père qui voulait juste que je fasse quelque chose que j'aime et qui me permettrait de réussir. Et je pense, heureusement, et merci pour lui, Allah yarhamou en ce jour, qu'il m'a permis de me libérer de ces Ah choix-là. bah, certainement. Voilà, Alors, de me ouais. libérer de ces choix-là. Il fait Et, tellement de choses, Salah Nabir, hein, en même temps. Donc voilà. et c'est- Je vais poser la question parce qu'il nous reste très peu de temps à Mohamed Reda El Attar. Vos parents avaient une volonté pour vous ou pas? Pas du tout, Ah, pas du tout. Donc, je suis tombé sur les deux seuls au Maroc. C'est incroyable. je vais dire, l'objectif de mon père, Allah yarhamou, c'était de dire faites des études, ne vous arrêtez pas. Ouais, Et bah, derrière, génial. faites ce qui vous Ouais, plaît. ok. Donc, je me suis orienté au départ vers la médecine et j'ai quitté au bout de 3 mois. Ouais. Donc, et, il a soutenu, il a totalement soutenu cette décision. Donc, derrière, les parents doivent soutenir leurs enfants.
les encourager dans leur choix, et le système éducatif doit gérer la compétence. Merci messieurs, c'est déjà fini les décodeurs aujourd'hui. Saladin Nabira et Mohamed Reda El Attar, vous revenez quand vous voulez. Merci Pas Franck. de débat express. Et nous, non, parce que voilà, on n'a pas le temps. On parlera pas d'autres sujets, évidemment. Ce sera pour décodeurs de demain. Et nous, on se Inch'Allah. retrouve demain, 7h30, 10h. 7h30, 10h pour la matinale. Atlantic Radio. La matinale.